Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à ce nouveau webinaire autour de l'identité nationale de santé. Comme d'habitude, petit rappel des bonnes pratiques, le support sera mis en ligne et le replay vous sera envoyé par mail et mis en ligne également. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Voilà. Margot, Hugo, Manuela, je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Merci Elodie. Elodie. Merci. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende peut-être encore 1 ou 2 minutes, histoire que tout le monde se connecte et puis on va démarrer. Bon, écoutez, je pense qu'on peut démarrer. Les autres nous rejoindront progressivement. Voilà, encore merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, on va vous parler de l'INS, donc l'identité nationale de santé. Et aujourd'hui, le webinaire, il est vraiment uniquement tourné structure, essentiellement structure de santé, structure sanitaire. On a fait des webinaires qui sont spécifiques pour les éditeurs et d'autres qui sont spécifiques pour les structures médico-sociales. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur le site si besoin. Donc aujourd'hui, on est 3 intervenants pour vous présenter ce webinaire. Manuela, je te laisse te présenter. Merci Margot. Bonjour à tous. Manuela Oliver, je suis le référent en identito-vigilance de la région PACA et j'ai participé avec d'autres régions à l'élaboration du RNIV, donc je connais assez bien. Merci beaucoup. Hugo, si tu veux. Oui, bonjour à tous, donc Hugo Mar, je fais partie de l'équipe d'accompagnement au déploiement de l'INS ici à l'ANS avec Margot. Voilà, et donc Margot Buguet, je fais partie de la même équipe que Hugo. Alors, une petite présentation très rapide de l'ANS, donc de l'Agence du numérique en santé, avant de démarrer. Donc, l'Agence du numérique en santé, elle a 3 principales missions qui vont permettre de favoriser le développement de l'e-santé en France. Donc, la première mission, ça va être le rôle de régulateur, de créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé. Donc, ça va passer par des actions où on va élaborer des référentiels de sécurité, gérer l'annuaire des professionnels de santé, etc., etc. Et c'est dans ce cadre de régulateur, dans ce rôle de régulateur, qu'on a élaboré le référentiel INS sur lequel on reviendra un peu plus tard. Le deuxième rôle de l'ANS, c'est le rôle d'opérateur, donc d'assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Donc ça peut, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la mise en place du SI-SAMU Centre 15, également tout ce qui va être gestion de l'espace de confiance des messageries sécurisées de santé, et puis également du site en santé, donc santé.fr. Et puis le dernier rôle, c'est le rôle de promoteur. Et là, l'idée, c'est de permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations numériques. Donc ça peut passer par le biais de financement d'appels à projets, diffusion de la connaissance via le site de l'ANS, mais également via ces webinaires qu'on organise notamment aujourd'hui. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne le déploiement de l'INS. Vas-y, Hugo, je te laisse. Oui, merci beaucoup Margot pour l'introduction sur l'ANS. On va commencer par une première partie sur l'INS en lui-même, où je vais vous le présenter et vous expliquer les tenants et aboutissants du projet. Et puis on aura deux autres parties ensuite, une sur le référentiel national d'identité vigilance, qui sera plus présenté par Manuela, et la mise en œuvre de l'INS présentée par Margot. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Pour rappel, n'hésitez pas à utiliser le chat ou l'onglet de questions si vous avez besoin
d'avoir des précisions sur certains points, on pourrait y répondre à certains moments donnés, ou alors directement live dans le chat, donc n'hésitez pas. Alors, donc le plus simple pour vous expliquer un peu ce qu'est l'INS, c'est de vous avoir fait un petit slide pour présenter la situation avant et on va dire l'objectif en utilisant l'INS. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans cette slide-là, c'est qu'un usager peut être identifié de plusieurs façons différentes selon le professionnel chez qui il va se rendre. Parce que les prérogatives peuvent être différentes, le logiciel peut être différent. Donc parfois, ça va être le nom de naissance, parfois un nom d'usage qui sera utilisé, un prénom, plusieurs prénoms, tous les prénoms de l'état civil. Donc l'objectif finalement, c'est de créer une identité qui sera unique et pérenne et qui pourra être utilisée par l'ensemble des professionnels qui prennent en charge l'usager. Donc c'est les professionnels de santé, mais aussi du médico-social et tous ceux qui sont liés et qui vont utiliser la donnée de santé de l'usager. Et alors, c'est un peu plus qu'un simple identifiant, l'INS, puisque c'est pas juste son nom, mais ça va également être d'autres composants comme le matricule INS, qui correspond un peu ou prou à ce qui est avec le numéro d'identité d'assurance maladie, avec le NIR ou le NIA de l'individu. Il y a également un autre composant qui est l'OID, qui est un élément technique qui permet d'identifier si le matricule de l'usager est un NIR ou un NIS. Et ensuite, il y a un ensemble de traits INS, plutôt de traits d'identité qu'on appelle traits INS, qui vont être utilisés et qui sont donc uniformisés. On a le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe, et puis le code lieu de naissance, qui est en code INSEE, et on reviendra peut-être sur ce détail un peu plus tard. Donc là, par exemple, vous voyez qu'une personne qui était identifiée comme l'oiseau, son nom de naissance, ou alors son nom d'usage, donc Dubois, par exemple, ce qu'on appelle aussi le nom marital, avec l'INS, ce sera donc en fait une seule option, c'est-à-dire le nom de naissance pour identifier, bien qu'il y aura aussi la possibilité d'utiliser le nom d'usage après dans la relation entre le patient et le praticien. C'est juste on va dire une nouvelle convention qu'on va décider de créer et qui est en place depuis le 1er janvier 2021 pour toutes les données de santé de l'usager. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, merci. Alors celle-ci, c'est pour vous donner un petit peu plus de contexte sur, on va dire, le rôle et la place du projet INS dans tous les changements qui vont advenir dans le monde de la santé. Alors, je ne sais pas si vous constatez, si vous connaissez le schéma, il avait été présenté pour montrer un peu le projet de Ma Santé 2022. Et donc pour montrer aussi la feuille de route du numérique en santé. Alors, tout en bas, vous voyez que l'INS, en fait, ça va être, il est donc qualifié de gisement de données. Et surtout, en fait, il va faire partie de l'ensemble des référentiels socles sur lesquels vont se fonder plusieurs innovations ensuite, donc, ou plusieurs outils comme le DMP, la MSS, l'agenda, la e-prescription, etc., etc. En fait, le fondement du projet INS en lui-même, c'est donc de créer cette identité qui sera unique et sécurisée, mais ce serait également de préparer la voie en fait pour tous les changements à venir dans le numérique en santé. Donc, c'est pour ça que ça a été désigné comme une des priorités du Ségur de la santé, avec d'autres projets comme MS Santé, le DMP et ProSanté Connect. Ouais, donc là, on a un petit peu plus de contexte sur l'INS et son rôle dans la feuille de route du numérique en santé. Maintenant, l'autre question, donc on a compris que il y avait cette unicité, mais alors de façon pratique, pourquoi utiliser une nouvelle identité nationale de santé pour l'usager? Il y a plusieurs raisons, évidemment. Une des premières, ça va être de faciliter tous les échanges, les partages de données qui peuvent advenir entre vous en tant que structure et les différents interlocuteurs, donc des structures externes, ou même les différents logiciels au sein de votre même domaine d'identité. Ça va permettre de créer directement aussi une nouvelle identité dans votre logiciel. Là, par exemple, pour donner un exemple plus concret, dans une structure, la transmission en fait, de l'identité du patient se fera
dire plus simplement, en fait, s'il vient de l'extérieur et puis aussi même de l'intérieur, par exemple depuis votre logiciel de gestion administrative de patients directement vers votre DPI. Ça permet aussi de fiabiliser les identités de vos patients, puisqu'en fait, c'est une seule même base référence qui va être utilisée, qui vont être les bases de l'état civil. Donc, on aura l'uniformisation sur tout le territoire des identités des patients. Ça permettra aussi d'alimenter, de consulter le DMP, puisqu'ensuite, toute nouvelle alimentation sur le DMP se fera avec l'INS. Donc, ça permettra de développer également ce service. C'est également lié aussi à mon espace santé, qui permettra donc d'échanger avec vos patients de manière sécurisée, en étant bien certain on va dire de l'identité de la personne. Et puis alors, au-delà de tout ça, ça permettra aussi de gagner du temps en rattachant plus facilement un bon document au dossier patient auquel il est associé. Ça, c'est, on va dire, tous les objectifs pratiques qu'on voudrait atteindre grâce à l'INS. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que le matricule INS concrètement? Alors déjà, c'est donc une loi qui consacre le NIR comme matricule INS, donc ça permettra d'utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques comme matricule INS, celui qu'on connaît comme le numéro de sécurité sociale. Et donc c'est, comme vous le savez, pour beaucoup, c'est un numéro qui est composé de 15 caractères et d'une clé de contrôle qui a 2 chiffres, donc qui garantit son unicité. Et tout à l'heure, je parlais donc de NIR ou de NIA. Le NIA, c'est le numéro d'inscription au registre pour les personnes qui sont pas nées en France, pardon, mais qui sont bénéficiaires de l'assurance maladie, donc qui sont en attente de leur immatriculation. C'est un numéro d'identification attente. Donc tous les étrangers, sauf les étrangers de passage, excusez-moi, tous les usagers, sauf les étrangers de passage, disposent ainsi d'un matricule INS. Donc on voit en fait que c'est une entité qui couvrira presque l'ensemble des personnes sur notre territoire. Et ensuite, donc le matricule de l'INS, c'est le numéro de sécurité sociale dans son usage avec l'INS. C'est dans le cas où un usager est donc lui-même l'assuré, le matricule INS sera identique au numéro de sécurité sociale qui sert au remboursement des soins. Par contre, dans le cas où l'usager a un numéro, enfin l'usager est différent de l'assuré, par exemple, dans le cas le plus connu, c'est le cas d'un enfant qui va utiliser le numéro de sécurité sociale de son ouvrant droit. Le matricule INS, il pourrait être différent de son numéro de sécurité sociale. Donc en fait, l'INS, si vous voulez, il est utilisé uniquement pour référencer les données de santé. Il n'a aucun lien avec la facturation. Ça, les choses ne changent pas sur cet aspect-là. Je pense avoir oublié aucun point là-dessus, donc on peut passer à la suivante. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, donc sur les conditions d'utilisation de l'INS, pour pouvoir l'utiliser, il y a une notion qui est importante à prendre en jeu, c'est qu'il faut faire partie du cercle de confiance. Donc, pour présenter les choses simplement, le cercle de confiance, c'est l'ensemble des acteurs de santé et du médico-social qui sont impliqués dans la prise en charge de l'usager et son suivi de médico-social, ou alors qui vont même mener des actions de prévention. Donc dès qu'on on va dire, on observe de près ou de loin des données de santé, on fait partie de ce cercle de confiance. Donc il y a le médecin, il y a le pharmacien, les infirmiers, etc. Et ensuite, pour son utilisation, il est, donc comme on l'avait vu, encadré par des textes réglementaires qui sont disponibles sur le site de l'ANS. Donc, alors, en particulier le référentiel INS qui précise les mesures de sécurité, les modalités d'utilisation de l'INS. Donc, vous pouvez comme je vous le disais, vous pouvez le consulter sur le site de l'ANS. Et sinon, il y a aussi d'autres documents qui y sont liés. Et alors, autre notion qui est importante, c'est que cet INS, il ne doit pas être utilisé en cas de doute sur l'identité de l'usager. Il doit être uniquement utilisé si on
on est bien certain de la personne qu'on a en face et qu'on a respecté les procédures d'identité-vigilance strictes que Manuela vous détaillera plus tard. Merci. Alors, donc, pour être bien certain qu'on a la bonne personne en face, c'est une des composantes en fait d'une INS qu'on appelle qualifiée. C'est-à-dire que pour pouvoir être utilisé et échangé avec le matricule INS, donc le numéro de sécurité sociale qui est plutôt confidentiel, l'INS, elle doit être qualifiée. Et pour ce faire, il faut que les deux conditions soient réunies. Savoir qu'on a la bonne personne en face. Donc alors, on vérifie simplement avec un dispositif d'identité comme une carte nationale ou un passeport. Enfin, il faut que ce soit un dispositif à haut niveau de confiance. Il y a dans cette liste-là, donc je vous ai, il y a la carte d'identité, il y a le passeport, il peut y avoir le titre de séjour permanent, il peut y avoir aussi le livret de famille. Ça, c'est pour l'exemple des enfants qui n'ont pas encore une carte d'identité à leur nom ou un passeport. Il y a une liste bien précise de documents qui est comment dire, qui est acceptée. Peut-être qu'elle sera amenée à évoluer d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est ces documents-là. Ensuite, donc ça, c'est la première disposition pour que l'identité soit qualifiée. Si elle a juste été, si on a juste, on va dire, vérifié l'identité de la personne avec la carte d'identité, elle sera vérifiée. Mais pour qu'en fait, elle soit aussi qualifiée, il faut que l'identité, elle soit d'abord, ou ensuite, c'est selon, récupérée par le biais du téléservice INSI, qui devrait être mis en place donc par les éditeurs. C'est le téléservice qui permettra en fait de faire appel aux bases nationales de référence pour pouvoir récupérer l'INS d'un usager. Et une fois qu'on aura réuni ces deux conditions, le matricule INS pourra être échangé puisque l'INS sera qualifié. On peut passer donc à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, alors, je vous mentionnais le téléservice INSI. C'est donc, alors, pardon, minimiser la réponse, voilà. Donc, je vous mentionnais le téléservice INSI. Il recouvre, on va dire, deux opérations. La première, c'est l'opération de récupération de l'INS, et la deuxième, c'est l'opération de vérification de l'INS. Alors, il y a un point qui est important avant d'aller plus loin, c'est que pour accéder à ce téléservice, il y a plusieurs possibilités. L'une d'elles, c'est l'utilisation d'une carte CPX nominative, donc c'est les cartes à puce professionnelles qu'on utilise dans une structure de santé, comme la CPS pour les professionnels de santé, la CPE pour le personnel d'établissement, CPF pour le personnel d'information, etc. Vous pouvez les commander sur le site de l'ANS. Il y a toute une procédure qui est disponible dans l'espace dédié aux structures. Et on a également la possibilité de s'authentifier par certificat serveur depuis très récemment. Donc pour s'affranchir de l'utilisation de la carte CPS. Et vous pouvez aussi donc demander ces certificats sur le site de l'ANS. Alors maintenant, comment fonctionne l'opération de récupération de l'INS? Comme son nom l'indique, c'est la première opération qui vous permet de récupérer l'identité nationale de santé, qui contient les bases nationales de référence. Donc pour appeler cette opération, il y a deux modalités qui sont possibles. Soit on procède à une lecture automatique de la carte vitale, et à ce moment-là, je vais plutôt aller dans ce sens-là, détailler d'abord les deux manières, présenter les deux manières avant d'aller dans le détail. Il y a la lecture automatique par la carte vitale, ou alors la saisie des traits d'identité. Donc, à minima, vous devez renseigner le nom de naissance, le premier nom de prénom de naissance, la date de naissance et le sexe, pour être certain de la personne appelée sur le téléservice. Il se fait donc c'est un appel qui se fait donc de manière unitaire pour un seul usage à la fois, et le téléservice ne retournera qu'une seule réponse. Il vous proposera pas une liste de patients s'il trouve plusieurs identités qui s'approchent dans la base. Il vous donnera un numéro, par exemple pour vous dire qu'il a trouvé plusieurs identités, qu'il a trouvé personne, ou alors il vous enverra directement l'identité qu'il a trouvée dans lequel il a trouvé qu'une seule personne qui correspond. Un point qui est important, c'est que donc la carte vitale, c'est pas les données qui sont contenues dans la carte vitale qui vont être récupérées. La carte vitale permet juste d'appeler le téléservice, mais c'est bien les données qui viennent des bases de l'état civil. Et pour ma part, je crois que c'est bon sur
sur l'ensemble des sujets. Voilà, merci. Et donc ensuite, il y a une dernière opération que je vous mentionne plus tôt, la vérification de l'INS. C'est une opération qui peut se faire de manière unitaire ou en masse, celle-ci. Donc on peut appeler plusieurs usagers en même temps. Alors, et comme précisé plus tôt, il faut utiliser une carte CPX ou un certificat serveur pour appeler cette opération. Et elle a deux usages. Vérifier que l'INS qui a été transmis par un expéditeur externe à l'établissement soit correct. Donc on peut le vérifier nous-mêmes par rapport aux bases de référence avant de l'intégrer. Ou alors vérifier que l'INS qui est contenu dans les bases de l'établissement est correct. Par exemple, c'est une opération de contrôle de routine qui se fait tous les 3 à 5 ans. C'est à la discrétion de l'établissement de choisir la régularité de cette opération-là pour le deuxième cas. Mais c'est notamment pour voir si, par exemple, il peut y avoir des changements d'état civil, donc de prénom, de sexe, de nom, etc. Et voilà, je crois que c'est bon pour l'opération de vérification. Je vais laisser maintenant Margot vous présenter la diffusion de l'INS au sein d'une structure ou vers l'extérieur. Ouais. Oui, merci Hugo. Donc du coup, je pense que vous l'avez compris. L'idée, c'est que l'INS, vous allez le récupérer depuis, en appelant le téléservice INSEE, donc depuis le logiciel où vous gérez administrativement vos patients. Et ensuite, l'idée, donc par exemple votre logiciel de gamme ou de GAP. Et l'idée après, c'est que cet INS, une fois que vous l'avez qualifié, vous puissiez le véhiculer vers les autres logiciels, que ce soit des logiciels qui soient internes à votre structure, si vous êtes au sein, par exemple, d'un hôpital, d'un CHU, donc diffuser l'INS au sein du système d'information et également diffuser l'INS vers l'extérieur, vers vos autres partenaires, si vous échangez par exemple avec des professionnels de ville ou du médico-social. Et donc sur cet aspect diffusion, échange, interopérabilité, vous avez plusieurs documents qui ont été rédigés et notamment un document qui explique comment doivent évoluer ces standards d'interopérabilité pour permettre à l'INS, pour permettre de véhiculer, de diffuser l'INS au sein des systèmes d'information. Ça, c'est le document que vous avez sur votre gauche, donc c'est l'annexe du C6. Et ensuite, l'INS, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que c'est pas uniquement l'INS ne doit pas être uniquement présente et véhiculée via des flux informatiques. L'INS doit également être présente sur les documents papier qui contiennent de la donnée de santé, bien entendu. Donc, par exemple, sur des comptes rendus d'hospitalisation, des lettres de sortie, des ordonnances, des prescriptions. L'INS devra également apparaître dessus. Donc ça, c'est ce qui est indiqué à la droite de la diapo. Donc en clair, sur la base d'un cartouche, donc on verra l'identité apparaître, le matricule INS et les 5 traits d'identité que Hugo vous a présentés. Et puis également sous la forme d'un data matrix. Donc le data matrix, c'est un peu une sorte de QR code que les éditeurs vont également vont également devoir ajouter sur les documents papier. Voilà. Un petit focus sur l'accompagnement qu'on fait auprès des éditeurs. Voilà, les éditeurs, ils ont c'est vraiment un maillon essentiel dans la chaîne. Et donc, on fait beaucoup d'actions auprès d'eux pour les mobiliser et faire en sorte qu'ils soient prêts au plus tôt pour vous proposer des logiciels qui soient totalement conformes à toutes les exigences sur l'INS. Ce qui est important pour vous, que vous ayez en tête, c'est les 2 grandes étapes que vos éditeurs vont devoir franchir. D'une part,
vos éditeurs vont devoir développer l'appel au téléservice INSI, donc notamment votre logiciel référentiel des identités va devoir être en capacité d'appeler l'opération de récupération du téléservice INSI. Et donc ça, pour valider cette partie-là, valider que l'éditeur est bien en capacité d'appeler le téléservice INSI, vous avez un organisme qui s'appelle le CNDA. Ah, mince, je crois que le support est parti. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Non, si c'était juste moi. Si, je crois que c'est ma faute, pardon. Ah d'accord, ok, non, pas de souci. Donc voilà, vos éditeurs doivent doivent être en capacité d'appeler le téléservice INSI. Et donc ça, c'est un organisme qui s'appelle le CNDA, le Centre national de dépôt et d'agrément, qui va autoriser vos éditeurs et qui va leur dire oui, vous êtes bien conforme pour appeler le téléservice INSI. Donc ça, c'est la première étape, mais ça fait pas tout. L'éditeur a également beaucoup de boulot, beaucoup de travail à faire sur la partie plutôt implémentation. Donc ça, c'est plutôt la manière dont il va gérer l'INS dans votre logiciel. On l'a vu, hein, Hugo a commencé à vous le présenter. L'INS, il y a un matricule, il y a des traits d'identité. Tous les logiciels aujourd'hui ne sont pas en capacité de gérer, n'ont pas de champ dédié pour le matricule, n'ont pas de champ dédié pour la liste des prénoms de naissance ou ne sont pas en capacité de gérer la liste en termes de nombre de taille, de caractères. Et donc, tout ça, votre éditeur va devoir faire évoluer son logiciel pour que vous puissiez gérer l'INS qui vous est retourné par le téléservice INSI. Et donc, ça, c'est la seconde marche à franchir pour un éditeur. Et sur ce volet-là, le guide de référence pour l'éditeur, c'est un document qui s'appelle le guide d'implémentation. Manuela en reparlera un peu plus via le lien avec le référentiel national d'identité-vigilance. Et juste donc que l'éditeur doit respecter les exigences qui sont listées dans ce guide d'implémentation. Et pour votre information, donc le référentiel d'INS, le RNIV, donc c'est le référentiel national d'identité-vigilance, dont Manuela vous parlera plus longuement, et le guide d'implémentation ont été rendus opposables depuis juin 2021, donc depuis quelques mois. Et sur cette partie d'implémentation, de respect du guide d'implémentation, les éditeurs si jamais ils souhaitent se faire référencer dans le cadre du Ségur, doivent respecter les exigences de ce guide d'implémentation. Voilà. Donc le référencement Ségur est, on va dire, le tampon côté implémentation. Donc vous avez, pour résumer, deux choses à vérifier avec votre éditeur. D'une part, l'appel au téléservice INSI, en particulier pour les logiciels référentiels des identités. Ça, c'est le tampon du CNDA qui va valider que l'éditeur est conforme ou pas. Et ensuite, vous avez également, et du coup, la deuxième étape, c'est le guide d'implémentation. Et là, c'est plutôt le référencement Ségur qui va valider que l'éditeur est bien conforme au guide d'implémentation. Et donc, nous, on fait pas mal d'actions auprès des éditeurs pour les mobiliser et s'assurer qu'ils sont bien conformes à tous ces documents. Et notamment, on fait des entretiens bilatéraux avec les éditeurs et puis on fait également des webinaires, on produit des supports, etc., etc. Et je pense qu'on est arrivé au temps de questions-réponses. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Je ne sais pas s'il faut qu'on revienne sur certaines questions. Je suis en train de chercher une réponse pour l'avancement à éditeur. Mais sinon, je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions. On m'a répondu à tout, mais peut-être ça vaut le coup de réexpliquer à l'oral l'histoire du matricule INS et du NIR, pour être sûr, parce qu'il y a eu une question, mais pour être sûr que tout le monde a bien compris. En fait, le NIR personnel, c'est le matricule INS de l'individu. Pour un ouvrant droit, c'est-à-dire l'ouvrant droit, c'est celui qui cotise à l'assurance maladie, ça constitue également le numéro de sécurité sociale. Mais il ne faut surtout pas, il faut bien respecter, je veux dire, la sémantique. Matricule INS, on parle de ça pour référencer des données de santé. Numéro de sécurité sociale, c'est pour facturer des soins, hein, c'est une identité de facturation.
Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'un enfant, il aura le numéro de sécurité sociale de ses parents, hein, puisqu'il ne travaille pas, il ne cotise pas, il est juste bénéficiaire. Par contre, il aura un NIR personnel. Et dans ce cas, son NIR, son matricule INS, sera différent du numéro de sécurité sociale. Voilà. Et sinon, il y avait une question, depuis quand l'INS est obligatoire? C'est depuis le 1er janvier dernier. Effectivement, ouais, c'était dit au début, depuis le 1er janvier 2021, toutes les données de santé, quelles qu'elles soient, doivent être référencées avec l'INS. Et une question... Et je vois qu'il Vas-y Margot, vas-y. Non, je vois qu'il y a une question, oui, du coup, sur la relation entre l'INS et l'IPP dans les établissements de santé. Donc, l'IPP, l'identifiant local, enfin l'identifiant permanent du patient. Alors ça, c'est laissé au choix de l'établissement. L'établissement, à partir du moment où vous avez récupéré l'INS, le matricule INS, ça, vous devez l'utiliser, la question ne se pose pas. Mais vous pouvez garder en parallèle, en plus, votre IPP. Ça, c'est voilà, comme vous le souhaitez. Par contre, enfin, juste sachez, Ludo l'a précisé au début, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas d'INS, voilà, les étrangers qui ne sont pas référencés dans les bases de l'état civil n'auront pas de matricule INS. Donc là, l'IPP pourra toujours être utile. Et puis, vous pourrez toujours avoir des cas où vous ne pourrez pas qualifier l'INS proprement. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'IPP sera aussi utile. Une question, oui, le guide d'implémentation est disponible sur le site de l'ANS, sur la page On va vous INS. mettre le lien. Je vous mets le lien, justement. Et donc oui, il est disponible. Je vous invite à vous rendre sur le site de l'INS, notamment sur la partie structure, pour voir la documentation qui est à votre disposition. Et il y en a également beaucoup aussi sur la partie éditeur, pour toutes les questions d'implémentation. Alors, une question sur récupère-t-on l'INS une seule fois ou à chaque passage du patient? On le récupère une fois, on qualifie l'INS une fois, et une fois que cet INS est qualifié, il reste qualifié pendant 3 à 5 ans, et après, au bout de 3 à 5 ans, c'est la structure qui décide de la périodicité, il faut le vérifier. Je ne développe pas plus puisque tu vas parler, je ne sais plus si c'est Hugo, Margot, vous allez parler du téléservice. On a déjà parlé un petit peu pour le coup. Et par contre, si le matricule INS est un NIA, évidemment, il faut le vérifier plus souvent, puisqu'un NIA, ça a vocation à se transformer en NIR, et donc l'INS va changer. Au moins l'identifiant technique, l'OID, voire dans certains cas le matricule. Et je pense que ça rejoint peut-être la question de Madame Paraché sur comment se faire la qualification et la vérification pour les personnes qui ont un numéro fictif. Enfin, je ne sais pas si fictif, c'était provisoire, donc vous faisiez référence au NIA, Madame Paraché, ou si c'était totalement autre chose. Alors, si jamais vous pensez au numéro d'AME, de l'aide médicale d'État, donc ces matricules qui commencent par 7, 8, 3, 4, 5, je crois, eux n'ont pas d'INS. Seuls les gens qui ont un NIR ou un NIA ont une INS. Voilà, les 7 et les 8, normalement, effectivement, c'est ça, ils n'auront pas d'INS. Du coup, alors je crois qu'il y avait encore la question de Monsieur Clairvoy. Les éditeurs logiciels ont désormais l'obligation d'afficher aussi l'INS dans les informations du patient. Oui, tout à fait. Tous les traits d'identité et puis les autres règles que Manuela va vous présenter liées au référentiel national d'identité-vigilance. Toutes ces règles-là, les éditeurs doivent les implémenter dans vos logiciels pour que vous puissiez les respecter. Dans quel délai les éditeurs doivent... Oui, vas-y, Manuela, si tu veux rajouter. Non, je voulais rien rajouter. J'étais en train de regarder les questions qui arrivaient. D'accord, ok. Alors, dans quel délai les éditeurs doivent rendre leur logiciel conforme le plus rapidement possible? Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire des entretiens, de les suivre, de les relancer régulièrement pour voir où ils en sont.
et on espère, normalement, le Ségur va aussi donner un coup d'accélérateur pour voilà, que les éditeurs se mettent au plus tôt en conformité et vous permettre au plus tôt d'utiliser l'INS. Mais n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos éditeurs pour les mobiliser aussi et faire en sorte qu'ils avancent aussi au plus tôt. Parce que des fois, c'est aussi d'avoir la pression de ses clients qui permet aussi aux éditeurs d'avancer, et pas uniquement la pression du national. Alors, il y a une question, la carte vitale est-elle obligatoire pour qualifier l'INS? Alors, là, il y a peut-être confusion entre 2 sujets, mais peut-être qu'on précisera après la suite de la présentation, puisqu'après, il y a le fonctionnement du téléservice et le RNIV qui vont bien expliquer tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, mais après, peut-être pour rapidement, en fait, la carte vitale n'est qu'un vecteur pour appeler le téléservice, INSI, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 2 manières de l'appeler, soit utiliser la carte vitale, soit vous tapez directement dans votre logiciel des traits d'identité. Donc, alors, à minima, il y a le nom de naissance, un prénom de naissance, le sexe et puis la date de naissance. Oui, si jamais vous utilisez, enfin, pour rappeler le téléservice INSI, si jamais vous utilisez la carte vitale, c'est vraiment qu'un support. On ne va pas récupérer les données de l'assurance maladie, hein, c'est vraiment les données de l'état civil qui vous sont retournées. Et ensuite, la carte vitale, donc ça, c'était sur le pan appel au téléservice INSI. Et sur le plan identito-vigilance, la carte vitale, c'est pas considéré comme une pièce d'identité à haut niveau de confiance, donc ça va pas vous permettre de valider l'identité. Voilà, Donc, elle vous non, la permet carte vitale. de récupérer l'INS, d'interroger le téléservice, mais elle ne vous permet pas de le qualifier, comme vient de le dire Margot. Je vois une question, y a-t-il une procédure de rapprochement entre l'IPP et l'INS? Enfin non. Et puis c'est vraiment... Vas-y Manuela. Alors en fait, si je comprends bien la question, c'est plus un process métier. L'INS, vous allez le récupérer quand le patient, quand votre logiciel sera conforme, hein, qui pourra appeler le téléservice, et quand le patient se représentera chez vous. Donc en pratique, vous allez faire comme d'habitude, chercher le patient avec vos règles d'identito, appeler le dossier, et une fois que vous serez sur le dossier du patient, vous allez appeler le téléservice. Et du coup, c'est à ce moment-là que l'IPP sera associé à l'INS, l'IPP restant un identifiant qui, normalement, maintenant, quand on a une INS qualifiée, a vocation à rester à l'intérieur de l'établissement. Hein. On devra échanger avec l'INS. Alors, je ne sais pas si jamais la réponse était à côté, mais n'hésitez pas à nous ressolliciter. Hein. Il y a une autre question, le téléservice va-t-il évoluer dans le temps? Si oui, est-ce que cela peut avoir un impact sur l'implémentation au niveau des logiciels appelants? Alors, il y a des évolutions qui sont prévues parce que les établissements, les acteurs nous font remonter des besoins voilà, par rapport... et du coup, pour rendre le téléservice et le retour du téléservice aussi mieux pour vous. Il y a des évolutions qui sont prévues. Actuellement, non, c'est pas prévu qu'il y ait des impacts sur les logiciels appelants. Peut-être qu'à terme, oui, mais actuellement, non. Et en plus, comme les éditeurs doivent se baser sur le guide d'implémentation, le document a été rendu opposable en juin. Et donc, vous imaginez bien que c'est quand même un circuit assez complexe de rendre opposable un document. Donc, en tout cas, il ne va pas évoluer à court terme. Est-ce qu'il y a encore des questions ou on peut passer à la partie suivante? J'ai l'impression que c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, je pense que Hugo, tu peux passer sur la diapo, tu dois avoir la main. Ouais, j'ai la main. Donc voilà, Manuela, je te laisse présenter. Ok, merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, l'a rappelé Hugo tout à l'heure, l'INS ne peut être utilisée que si elle est qualifiée. Donc, qualifiée, ça veut dire que cette identité va répondre à 2 conditions.
elle est récupérée ou vérifiée en utilisant le téléservice. Donc, votre logiciel appelle le téléservice et récupère l'INS. Et l'identité de l'usager est vérifiée en utilisant des procédures d'identito-vigilance. Ces procédures, elles sont définies dans le référentiel national d'identito-vigilance, qui est maintenant opposable. Et de façon très brève, ici, on va y revenir, la vérification veut qu'on demande une pièce d'identité de haut niveau de confiance à l'usager. Donc, il y a la carte nationale d'identité, le passeport. Pour les enfants, c'est le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance accompagné de la présentation de la pièce d'identité du responsable légal, le titre de séjour pour les usagers qui travaillent en France mais qui sont étrangers. Et on peut également utiliser des dispositifs électroniques d'un niveau de confiance qui est dit substantiel au sens d'un règlement européen qui s'appelle EIADS. Donc, en fait, le RNIV et le guide d'implémentation sont opposables tous les deux aux éditeurs. Le RNIV est en plus opposable à tous les professionnels de santé et également aux usagers. Ces deux documents ont été rédigés en parallèle de façon à ce qu'ils soient cohérents entre eux. Et finalement, le guide d'implémentation, il traduit en termes un peu techniques les exigences systèmes d'information qui sont présentes dans le RNIV. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, ce RNIV, il est composé d'un certain nombre de volets. Pourquoi? Parce que comme il est opposable à tous, il fallait s'adapter aux spécificités de certains acteurs. On n'allait pas avoir les mêmes exigences pour un établissement de santé, par exemple, qui pratique des actes à risque que pour un professionnel de santé libéral, qui forcément fait des actes moins à risque. Il y a un volet, c'est le volet qu'on appelle socle, qui est opposable à tous, et c'est ensuite décliné en volets spécifiques selon le type de structure. C'est opposable ça a été rendu opposable par un arrêté ministériel du 21 mai dernier qui est paru au journal officiel le 8 juin. Et tous les documents sont disponibles sur le site de l'ANS, donc le RNIV, tous les volets opposables, le guide d'implémentation et le référentiel INS V2. Dans le RNIV, il y a des exigences et il y a des recommandations. Les exigences, c'est obligatoire. Les recommandations, c'est facultatif, mais bon, recommandé parce que ça fait partie des bonnes pratiques. On peut passer à la diapo suivante. Alors, on va présenter seulement quelques mesures phares du RNIV, parce qu'on ne peut pas, dans le temps imparti, tout présenter. Sur la partie gauche de la diapositive, vous avez pour mémoire la sémantique et les traits de l'INS. Que je ne rappelle pas, puisqu'Hugo l'a rappelé tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir côté RNIV, c'est qu'il y a des traits qui sont maintenant à saisie obligatoire pour créer une identité, et y compris créer une identité locale. Je ne parle pas ici d'appel au téléservice. Donc, quels sont ces traits obligatoires? Le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le code du lieu de naissance. Vos éditeurs proposent souvent des tables de correspondance, c'est-à-dire vous tapez la ville de naissance ou le pays de naissance si l'usager est né à l'étranger, et il y a des tables de transcodage ou de correspondance code libellé, et c'est le logiciel qui va renseigner tout seul le code du lieu de naissance. Ce que dit le RNIV, c'est pour créer une identité, les traits que je viens de vous citer sont obligatoires à saisir. Ils doivent être complétés le plus rapidement possible, dès qu'on peut faire appel au téléservice, par le reste des prénoms de naissance, donc la liste des prénoms de naissance qui se mettra dans le champ liste des prénoms de naissance, le matricule INS si l'appel au téléservice a été fructueux, et ainsi que l'identifiant technique. Le RNIV dit également, il y a des traits complémentaires qui doivent être obligatoirement saisis s'ils sont différents du nom de naissance ou du premier prénom de naissance. C'est le nom utilisé, le nom qu'on porte dans la vie de tous les jours, que vous appelez peut-être nom d'usage, et le prénom utilisé, même chose, celui qu'on utilise dans la vie courante. Ça veut dire que vos éditeurs de logiciels vont devoir vous proposer des champs séparés pour ces deux traits complémentaires. Alors, pour le nom utilisé, vous avez probablement déjà le champ.
pour le prénom utilisé, c'est une grande avancée puisqu'il y a très peu d'outils avant le RNIV qui proposaient ce champ, ce qui pouvait créer des difficultés et des incompréhensions des usagers. Le RNIV définit également les règles de saisie. Donc, par rapport à l'instruction DGOS de 2013, et je profite pour vous dire là que cette instruction a été abrogée par le RNIV, donc elle ne doit plus être appliquée. Par rapport à cette instruction, il y a un petit changement. On saisit toujours les noms, prénoms en majuscules, non accentués, sans caractère diacritique. On ne saisit aucune abréviation. Par contre, on conserve maintenant les tirets et les apostrophes qui seraient présents dans le nom ou le prénom de l'usager. Voilà, diapo suivante. Alors, on arrive à une diapo un petit peu complexe, mais elle est très importante. On va parler des statuts et des attributs de l'identité. Vous connaissez très certainement les statuts identité provisoire et identité validée. Le statut identité provisoire, c'est le statut par défaut d'une identité qui est saisie localement quand on ne peut pas réaliser un contrôle de cohérence avec l'identité présente sur une pièce d'identité. Le statut identité provisoire, c'est le statut de plus bas niveau de confiance. Si on a saisi notre identité localement et qu'on peut en vérifier la cohérence avec les traits présents sur une pièce d'identité, on peut passer cette identité au statut identité validée par une action volontaire de l'utilisateur. Et le RNIV précise bien que les scripts qui étaient présents de validation automatique des identités, il y avait des éditeurs qui proposaient ça, qui proposaient de valider l'identité 48 heures après sa création si elle n'avait pas été modifiée. Ça, c'est dorénavant interdit. Et les établissements qui ont utilisé ce type de script sont fortement incités à dévalider leur stock d'identité parce que ce n'est pas parce qu'une identité n'a pas été modifiée qu'elle est juste. Et finalement, ce script, ce process de validation automatique fait qu'une identité validée n'est pas de meilleur niveau de confiance qu'une identité provisoire. Donc, je répète, la validation de l'identité, c'est un processus manuel après contrôle de cohérence avec une pièce d'identité. Bon, voilà les deux statuts que vous connaissiez déjà. Maintenant, vous voyez bien que ces deux statuts, ils ne renseignent pas sur la présence ou non d'une INS. Le RNIV rajoute donc deux autres statuts. Le statut identité récupérée, qui dit l'identité que j'ai dans mon système d'information, elle n'a pas été saisie localement, elle a été récupérée en utilisant le téléservice. Mais je n'ai pas vérifié la cohérence de cette identité avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance. Le statut identité qualifié, lui, il coche toutes les cases, c'est le statut qu'il faut atteindre et le seul statut qui permet la transmission du matricule INS et de l'OID. Ça veut dire l'identité, c'est une INS qu'on a récupérée par interrogation du téléservice et en plus, sa cohérence a été contrôlée par rapport à une pièce d'identité. Ce qu'il faut retenir également, c'est que dès qu'on a fait appel au téléservice, et c'est fructueux, on étudie le retour du téléservice et on confirme qu'il s'agit bien du même patient, à ce moment-là, les traits INS doivent remplacer les traits locaux. Il n'y aura pas deux jeux de traits dans les systèmes d'information. Il n'y a, quand on a une identité au statut récupéré ou au statut qualifié, on n'a qu'un seul jeu de traits. Ce sont les traits stricts de référence de l'INS. Voilà. Les attributs. Excusez-moi, je n'ai pas parlé des attributs encore. Donc, l'utilisation des attributs est facultative, mais recommandée. L'utilisation des statuts est obligatoire. Le RNIV met 3 attributs en valeur. L'attribut identité homonyme, qui va simplement attirer l'attention de l'utilisateur en lui disant quand je vais travailler sur cette identité, il faut que je sois particulièrement attentif parce que dans mon référentiel d'identité, j'ai des identités qui se ressemblent, des identités approchantes. Cet attribut identité homonyme, évidemment, il peut être lié à tous les statuts de l'identité, de provisoire à qualifié. 2 autres attributs existent. L'attribut identité douteuse
à utiliser quand on a un doute sur l'identité alléguée par l'usager, hein, dans un cas, par exemple, de suspicion d'utilisation frauduleuse d'identité, et l'attribut identité fictive, quand on va volontairement créer une identité fictive pour prendre en charge l'usager, dans le cas, par exemple, des situations légales d'anonymat, accouchement sous X, prise en charge des toxicomanies, ou dans le cas d'un patient qui arrive à l'hôpital, inconscient, incapable de décliner son identité, on va créer une identité fictive. Ces deux attributs, douteux et fictifs, ils ne peuvent être liés qu'au statut identité provisoire. Et ils interdisent l'appel au téléservice. Et on a demandé qu'informatiquement, ça soit interdit. Ça, c'est une exigence du guide d'implémentation. Voilà, diapo suivante. Alors, n'hésitez pas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Évidemment, cette petite présentation sur le RNIV, ça ne peut pas vous dispenser d'en prendre connaissance, hein. Vous avez vu, on a vraiment parlé des choses majeures et phares sur l'INS, mais le RNIV, il contient beaucoup plus de choses que ça. Alors, oui. Sur les questions, on n'a pas eu vraiment beaucoup, on a surtout répondu des questions dans le chat. Enfin, précis les réponses qu'on avait déjà faites. Par contre, j'en profite pour rappeler ce que Margot a dit dans le chat. Si vous voulez nous donner le nom de vos éditeurs, nous, ça nous permettra de contacter ceux que on n'a pas encore contactés, sinon qu'on n'a pas identifié. Ou alors, on pourra vous donner aussi les informations d'avancement et comme ça, vous pourrez savoir si vous pouvez aller les contacter, aller vers eux pour demander les avancements sur l'INS. Alors, pour répondre à Romain, Clairvoie, Spico, qui est l'outil de e-parcours utilisé en Occitanie, va intégrer l'INS et l'éditeur est en train de faire les développements nécessaires. Ensuite, alors il y a Roxane Alibert qui nous demande de préciser quel est l'OID à envoyer lorsqu'on veut récupérer une INS. Vous n'envoyez pas d'OID en fait. Vous allez interroger le téléservice, soit par lecture de la carte vitale, soit par saisie des traits. Et quand le téléservice va vous répondre, c'est lui qui va vous renvoyer un OID. Cet OID, il atteste bien que l'identité que vous allez récupérer vient bien des bases d'état civil de référence et transmise par le téléservice. Et il permet, cet OID, de distinguer un NIR d'un NIA. Les OID sont différents. Et ça, c'est interprété par les systèmes d'information, en particulier pour dire « Ah là, j'ai un matricule INS qui est un NIA, ça veut dire qu'il faudra que je le vérifie plus souvent. » Quand j'ai un matricule INS qui est un NIR, je peux le vérifier que tous les 3 à 5 ans. Alors, si on a un changement d'identité sur la CNI, alors, vous pensez aux discordances d'identité, je pense, Monsieur Legros. La question, c'est comment se passe un changement d'identité sur la CNI et pas sur l'INS. Effectivement, il peut y avoir des petites discordances d'identité entre la carte nationale d'identité et l'INS. Alors, on n'a pas encore de chiffres très précis sur le taux de discordance. Moi, j'ai fait une petite étude en Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les établissements qui ont démarré. On évalue ces discordances à peu près à 5%. Alors, je pense qu'on ne va pas pouvoir développer ce sujet ici parce que c'est très complexe et enfin, ça peut nous prendre 1 heure entière. Par contre, sachez qu'on est en train de préparer une fiche pratique justement pour expliquer ces discordances, leur origine et proposer une conduite à tenir. Il y a des cas où on pourra qualifier l'INS et il y a des cas où malheureusement, on ne pourra pas qualifier l'INS. Si maintenant vous êtes très intéressé et très pressé, moi j'ai des webinaires en PACA que je fais, je crois que j'en ai un la semaine prochaine et je fais 1 heure sur ces discordances. Donc contactez-moi si vous voulez, je vous enverrai le lien d'inscription. Est-ce qu'on a répondu à tout? Je crois que oui. Après, on va essayer de mettre des informations sur les éditeurs qui nous sont donnés dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Ok. Margot, je te laisse présenter la mise en œuvre. Ouais. Tu veux que je passe les slides ou tu gardes Non, la non, main? c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai la main. Okay. Alors peut-être juste avant de venir sur l'état des lieux, bon, voilà, la première étape, enfin, du coup, dans cette partie-là, on va vous parler un petit peu plus des actions que vous pouvez mettre en œuvre
pour vous préparer à l'arrivée de l'INS, même si votre éditeur n'est pas encore prêt, même si vous n'avez pas encore votre logiciel qui vous permet d'appeler Téléservices INSI de près. Il y a quand même des actions que vous pouvez mener d'ores et déjà pour vous préparer au plus tôt. Et du coup, Manuela, je te laisse la main sur la première étape qui est de réaliser votre état des lieux, étape de cadrage. Merci Margot. Ce qu'on peut préciser en préambule de cette partie, c'est que le projet INS, c'est certes un projet technique, puisque les logiciels doivent évoluer, les interfaces doivent évoluer, mais pas que. Et finalement, la technique, ce n'est pas le plus compliqué. L'INS, pour être en mesure de bien récupérer et qualifier les INS, c'est surtout un projet organisationnel et un projet d'identito-vigilance. Donc, ce qui est extrêmement important, alors ça veut dire que vous pouvez déjà commencer à réfléchir aux organisations, même si votre éditeur n'est pas prêt. Et c'est même conseillé de le faire en avance de phase. La première chose à faire, c'est de faire un état des lieux de vos pratiques et de vos organisations. Vous pouvez déjà vous interroger sur est-ce que mes pratiques sont conformes aux mesures du RNIV. Vous pouvez, et il est fortement conseillé parce que c'est très aidant, de vous appuyer sur le questionnaire d'auto-évaluation qui est proposé par l'ANS. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les items importants du RNIV qui sont repris et à la fin, si vous remplissez bien, de façon sérieuse, en mettant tous les items, vous avez un plan d'action qui peut vous être proposé, enfin qui vous est proposé, et puis c'est assez détaillé, c'est pas à pas, et vous n'avez plus qu'à mettre en œuvre. Donc, sur la diapo, vous avez un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut vous interroger, qui sont des éléments un peu saillants. Mais dans le questionnaire d'auto-évaluation, évidemment, c'est beaucoup plus détaillé. Ce qui est très important, c'est de bien maîtriser les points de création d'identité. Moins il y en a, plus c'est simple. Et de bien maîtriser les acteurs qui ont des droits de modification d'identité. Pareil, idéalement, c'est le bureau des entrées et la cellule opérationnelle d'identito-vigilance. Ce n'est pas toutes les secrétaires des services, vous voyez, par exemple. Ensuite, le fait de connaître la qualité de votre base d'identité, ça va vous permettre d'évaluer, de façon macro évidemment, mais ça va vous permettre d'évaluer le temps supplémentaire que vous devrez consacrer à l'INS, parce que clairement, ce n'est pas transparent, il faut être réaliste. Ça prend, si on est bien organisé, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, si vous avez moyen de connaître la qualité de votre base patient, évidemment, c'est un plus pour réfléchir aux organisations. Il faut aussi faire un état des lieux de vos organisations en identito-vigilance, c'est-à-dire de la gouvernance. Est-ce que la gouvernance, le comité d'identito, la cellule opérationnelle d'identito sont en place, sont efficients et comprennent les bons personnels? Et sur la cellule opérationnelle d'identito, est-ce qu'il y a une adéquation entre les ressources humaines disponibles et les besoins estimés? Pour le process de validation des identités, je n'y reviens pas, j'ai largement insisté dessus tout à l'heure. Et côté application, je vais laisser la parole à Margot, par contre, sur le système d'information. Donc du coup, une fois que vous avez fait cette étape de cadrage d'état des lieux, vous allez avoir plusieurs actions à mener qu'on a réparties en 3 chantiers. Donc un premier chantier, organisation, identito-vigilance, un second chantier plutôt système d'information et un troisième chantier juridique. Donc sur le volet orga et identito-vigilance, ça va passer par sécuriser l'identification des usagers, donc en appliquant les règles minimales d'identito-vigilance. Et donc ça, pour mener à bien cette action, ça va vous allez devoir prendre connaissance du référentiel national d'identito-vigilance, regarder en utilisant le questionnaire que Manuela vient de vous présenter, les écarts avec la cible, avec le RNIV, pour ensuite réfléchir à votre organisation, à vos procédures, à vos processus, pour vous mettre en conformité avec le RNIV.
La deuxième action dans ce chantier, c'est la sensibilisation et la formation des professionnels. On a eu plusieurs retours d'établissements qui ont déjà commencé à déployer et qui nous ont fait part du fait que ça prenait du temps de former les professionnels. Voilà, ce temps de montée en compétences ne devait pas être négligé. Donc, veiller au plus tôt à commencer à sensibiliser les professionnels à l'arrivée de l'INS et à toutes ces nouvelles règles d'identito-vigilance. Et puis enfin, voilà, Manuela en a parlé, ça va être de réfléchir aux nouvelles organisations, à prévoir si, voilà, pour pouvoir respecter le RNIV. Sur le volet système d'information, donc on l'a vu, pour appeler le téléservice INSI, vous devez soit disposer d'une carte CPX nominative, donc ça c'est une carte par personne physique, donc une CPS, une CPE ou une CPF. Ou alors, depuis tout récemment, donc vous avez aussi la possibilité de passer par des certificats logiciels qui sont à commander donc, par la structure. Alors, il faut que votre éditeur soit autorisé, hein, c'est le même modèle que pour la carte CPX, et comme c'est tout récent, il y a peu d'éditeurs aujourd'hui qui sont autorisés par le CNDA sur la modalité certificat logiciel. Il y a beaucoup plus d'éditeurs qui sont autorisés sur la carte CPX, mais voilà, très rapidement, je pense qu'il devrait y avoir voilà, plus d'éditeurs autorisés. Un petit point de vigilance, je crois que Hugo en avait déjà parlé. Si vous souhaitez utiliser le certificat logiciel, donc qui vous permet de passer outre la contrainte de la carte par personne physique, votre structure doit faire ce qu'on appelle une procédure d'auto-homologation. C'est une procédure interne qui est prévue par le référentiel INS, qui a été demandé en fait par la CNIL, et on a fait un petit document sur notre site pour expliquer ce que c'est que cette procédure d'auto-homologation, quels sont les documents à prévoir, à formaliser, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous appuyer là-dessus. Donc ça, c'était pour la première action sur la partie système d'information. Ensuite, une fois voilà, que vous pouvez accéder au téléservice INSI, l'idée, ça va être de prioriser les applications qui sont impactées par l'INS. On l'a vu, hein, on l'a répété, l'INS, ça doit référencer toutes les données de santé. Donc, tous les logiciels qui gèrent, qui traitent de la donnée de santé dans le cadre d'une prise en charge sanitaire, médico-sociale, doivent pouvoir intégrer l'INS. Après, il y a, surtout dans des gros systèmes d'information, sûrement des applications à prioriser par rapport à d'autres. Et donc, notamment, nous, on vous encourage à aller en priorité sur votre logiciel référentiel des identités. Donc, par exemple, votre GAM, votre logiciel de gestion administrative du malade ou du patient. Également, votre DPI, votre dossier patient informatisé. Et puis ensuite, aller vers tous les logiciels un peu plus périphériques, un peu plus esclaves, logiciels de laboratoire, de radiologie, voilà, tous les autres logiciels que vous pouvez avoir autour dans votre système d'information. Contacter vos éditeurs, ça aussi, c'est une action que vous avez à mener pour savoir où ils en sont, quand est-ce qu'ils prévoient de déployer leur logiciel, est-ce qu'ils sont bien conformes du coup au guide d'implémentation et pas uniquement est-ce qu'ils ont été autorisés par le CNDA. Une fois que votre éditeur vous a livré la solution conforme avec le guide d'implémentation, nous, on vous invite à tester que l'éditeur a bien tout respecté. Et pour ça, vous avez un fichier Excel sur le site de l'ANS qui vous résume, qui vous liste des cas de test que vous avez à passer pour vérifier que voilà, l'éditeur a tout bien respecté. Et sur le volet, donc ça c'était sur le volet système d'information, et sur le volet juridique, ça va tourner autour du RGPD, donc le règlement général sur la protection des données personnelles. Donc vous allez devoir mettre à jour toute la documentation donc, qui est relative à la protection des données personnelles, donc notamment votre registre de traitement
pour intégrer la mention que maintenant vous gérez également l'INS, en plus des données de santé, des données sensibles que vous gériez précédemment. Éventuellement mettre à jour votre AIPD, votre analyse d'impact, si vous étiez concerné par ce type d'analyse. Également de mettre à jour vos conventions, vos contrats de sous-traitants avec vos fournisseurs de logiciels ou vos prestataires métiers. Et puis également d'informer vos usagers, vos patients. Les patients ne peuvent pas s'opposer à ce que vous utilisez leur INS. Leur INS, en tout cas vous avez l'obligation de les informer que voilà, vous êtes amené à recueillir leur identité nationale et à l'utiliser par la suite. Donc ça peut se faire par une mention, par exemple sur des affiches ou dans les livrets d'accueil, par exemple. Voilà, vous pouvez ajouter une petite phrase là-dessus. Et enfin, la dernière action, mais j'en ai déjà parlé, c'est l'histoire de la procédure d'auto-homologation que vous devez faire si vous avez recours à un certificat logiciel. Et toutes ces actions-là, donc je suis passée assez rapidement et je n'ai pas beaucoup détaillé. Vous les retrouverez toutes et en beaucoup plus détaillé dans un document qui s'appelle le guide d'accompagnement à la mise en œuvre de l'INS, qui est sur notre site. Et je vous invite d'ailleurs vivement à vous rendre sur notre site parce que vous verrez, il y a beaucoup de ressources que vous pourrez utiliser et qui pourront vous aider dans vos travaux. Et notamment, une autre ressource également que vous trouverez sur le site, c'est un retour d'expérience des premières structures, donc surtout établissements de santé, qui ont déployé l'INS et qui nous ont fait part de la manière comment ils s'étaient organisés, comment ils qualifiaient les INS. Et puis également, on a essayé de mettre en exergue quelques bonnes pratiques et puis quelques points de vigilance, quelques difficultés qui avaient été remontées par ces premiers établissements, on va dire établissements pilotes. Et notamment sur les points de vigilance qui ont été remontés. Le second, alors je vous en parlais, hein, c'est de ne pas sous-estimer le temps nécessaire à la montée en compétence des agents, du personnel. Et puis également, un autre impact, potentiellement, ça peut être un impact en termes de charge de travail pour la cellule d'identité-vigilance ou pour les personnes qui vont être amenées à qualifier les INS, au moins dans un premier temps, le temps que vous récupériez les INS des patients de votre file active. Et puis également, donc ça c'était sur le premier retour d'expérience, qui est plutôt retour d'expérience des structures pilotes dans le cadre du projet INS. Et vous avez tout récemment un autre document, un autre retour d'expérience qui a été publié cette fois plutôt par l'équipe Ségur, mais le retour d'expérience comporte une partie sur l'INS. Et en fait, voilà, donc, ce document permet de faire un retour d'expérience sur des structures qui ont été pilotes dans le cadre du Ségur. Mais n'hésitez pas aussi à le consulter. Voilà, vous avez une partie de retour sur la mise en place de l'INS au sein de ces structures. Et pour terminer, donc une petite diapo pour vous mettre en visibilité tous les supports qui sont à votre disposition sur le site de l'ANS. Si je passe rapidement, le questionnaire d'auto-évaluation, Manuela en a parlé, donc il existe en version sanitaire, EHPAD et ESMS, établissements et services médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap. Donc on vous invite vivement à vous appuyer sur ces fichiers pour réaliser votre état des lieux et voir un petit peu le delta entre vos pratiques actuelles et celles préconisées par le RNIV. Le guide d'accompagnement à la mise en œuvre de l'INS, donc ça je viens de vous en parler, hein, c'est là où vous retrouverez toutes les actions que je vous ai détaillées en beaucoup plus, de manière plus approfondie. On a également fait, donc ça c'est en complément du guide d'accompagnement, c'est une checklist en fait des actions que vous aurez à mener. Donc c'est un récap de toutes les actions que vous avez à mener, voilà, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble des chantiers que vous aurez à lancer et des ressources vers lesquelles vous pourrez vous tourner pour vous aider en fonction de votre état d'avancement dans le projet.
Le retour d'expérience, je viens de vous en parler. On a également fait des documents un peu plus spécifiques pour le médico-social. Donc, voilà, n'hésitez pas, si jamais il y a des SMS parmi nous, n'hésitez pas aussi à aller le consulter. On a essayé de prendre on va dire un angle d'approche un peu plus médico-social pour expliquer ce que c'est que l'INS et pourquoi l'identitovigilance c'est important dans ce secteur-là également. On a également, vous trouverez aussi ce qu'on a appelé le dépliant INSEE. Je vais peut-être pas trop m'attarder dessus. Si, je vais quand même faire un petit aparté dessus. Éventuellement, on a eu des retours d'établissements qui nous ont indiqué qu'il y avait des écarts potentiellement des écarts entre ce que retournait le téléservice INSEE et ce qui était indiqué sur la pièce d'identité. Et donc ça s'explique par le fait que ce sont des bases nationales qui sont différentes. Le téléservice INSEE va piocher dans le RNIPP, qui est une base gérée par l'INSEE, et les titres d'identité, eux, se basent sur une autre base qui est gérée par le ministère de l'Intérieur. Et donc, du coup, ça peut expliquer qu'il y ait des écarts entre ce que retourne le téléservice INSEE et ce qui est inscrit sur le passeport, sur la carte d'identité du patient. Dans ce cas-là, il faut identifier d'où vient l'erreur, on va dire. Si l'erreur, c'est sur la pièce d'identité, il faut inviter l'usager à aller dans sa mairie pour refaire sa pièce d'identité. Et si l'erreur, on va dire, provient du téléservice INSEE, dans ce cas-là, l'usager doit faire une petite démarche auprès de l'INSEE pour demander à ce que soit rectifiée son identité. Et c'est justement l'objectif de ce dépliant où on précise la démarche et où on explique la démarche à mener par l'usager. Voilà, donc l'utilité de ce dépliant. On a également fait d'autres dépliants. Là, c'est plus des dépliants d'information pour expliquer ce que c'est que l'INS et pourquoi on va demander au patient sa pièce d'identité. On a également fait des affiches. Donc, n'hésitez pas à les imprimer, à les utiliser dans vos établissements. Si je continue encore à remonter la diapo, vous trouverez également sur le site la liste des référents régionaux INS et identitovigilance qui ont été identifiés dans chaque région. Et vous trouverez également leurs coordonnées. Donc, on vous invite vivement à les contacter pour toute question que vous aurez sur l'INS et sur le RNIV, sur le référentiel national d'identitovigilance. Donc, vous verrez, il y a les adresses mail. Voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter. Et enfin, pour terminer, 2 documents dont on a déjà parlé, les procédures pour commander les cartes CPMX et les certificats, et le document pour vous aider à réaliser votre procédure d'auto-homologation si vous souhaitez utiliser un certificat logiciel. Voilà. Voilà, du coup, je crois que cette partie est finie. J'ai vu qu'il y avait... j'ai entendu pas mal de bruit, mais je ne sais pas s'il y a des questions qui restaient encore en suspens. On a un peu échangé dans le chat sur les discordances INS, identité de la pièce d'identité, de façon un peu globale, générale, discordance des lieux de naissance, due à la différence de gestion des bases, discordances qui sont assez fréquentes sur les prénoms composés. Alors, assez fréquentes, il faut quand même relativiser. Je rappelle, dans l'étude qu'on a fait en PACA, c'est 5% d'écart, quoi. C'est pas non plus 40%. Et sinon, je pense qu'on a répondu à... Oui, il y avait une question sur SunES. J'ai répondu dans le chat, c'est peut-être important. SunES, les cibles d'usage, elles sont prévues avec l'INS qualifié. Donc, si vous ne récupérez pas l'INS et que vous n'êtes pas en capacité, parce que vos logiciels ne peuvent pas le faire, de référencer les données de santé, c'est-à-dire de transmettre cette INS au DPI et puis de l'imprimer ou de l'afficher ou de le transmettre dans les interfaces au DMP et autres, vous n'atteindrez pas les cibles d'usage. SunES, il y a l'INS dedans, clairement. Et il y a une question qui vient d'arriver. Alors, attends. Voilà, un patient peut-il refuser de nous présenter une pièce d'identité? Alors,
évidemment, le référentiel national d'identité-vigilance, il est opposable à tous, y compris aux usagers, sauf qu'il faut faire beaucoup de communication. Donc, il est probable qu'un jour ou l'autre, il y aura un patient qui refusera de présenter sa pièce d'identité. C'est assez rare, hein, quand même, dans la vraie vie. À ce moment-là, l'idée, c'est de lui expliquer pourquoi on lui demande, de le sensibiliser, donc d'avoir peut-être des flyers, des dépliants, des choses comme ça. J'ai répondu dans le chat à une question là-dessus en précisant que l'ANS proposait tout un ensemble de flyers, de kits de communication, etc. Et d'expliquer au patient qui ne veut pas présenter sa pièce d'identité qu'à ce moment-là, on ne peut pas qualifier son INS, son espace numérique de santé, donc mon espace santé ne pourra pas être alimenté, que les échanges seront peut-être moins faciles avec les autres acteurs de sa prise en charge, etc., quoi. Et Emmanuel, excuse-moi parce que j'étais Ouais. j'étais pas concentrée quand tu as commencé à répondre, mais est-ce que tu as parlé des fiches pratiques aussi du Alors, Rives que vous avez j'en ai parce que ça aussi, parlé, ça peut être j'en important. ai Ok. parlé dans le chat et figure-toi que je voulais mettre dans le chat le lien Le lien vers Resonate. et je ne mets plus la main sur le lien. Alors, si tu peux le mettre. Ah, ben je l'ai. Oui, oui, je l'ai. Ouais. Voilà, impossible de remettre la main rapidement sur le lien là. Je l'ai. Alors après, il y a une question super technique. Je vais vous la lire, mais moi, je suis incapable de répondre. Est-ce que vous avez des exemples du format de requête HTTP à utiliser pour récupérer les INS? Est-ce qu'on peut avoir accès à une sandbox pour faire nos tests? Mais je me demande si, Madame Alibert, est-ce que vous êtes votre propre éditeur ou pas? Parce qu'effectivement, ça me paraît être une question plutôt côté éditeur. Mais je pense que pour tout ça, déjà, Margot, on peut leur dire il y a pas mal de docs sur le GIS des âmes vitales, quoi. Hein. Oui, non, mais c'est ça, tout à fait. Du coup, je vais vous mettre plutôt l'adresse du GIE Cité Vital qui va pouvoir vous aider là-dessus et vous verrez, en fait, vous allez devoir vous connecter sur le site du GIE Cité Vital et vous créer un compte si vous n'en avez pas déjà sur leur espace industriel. Et une fois que ce compte-là sera fait, vous aurez tous les documents à votre disposition. Voilà, et tous les guides d'intégration qui vous expliqueront comment appeler le téléservice INSI, etc. Et eux pourront beaucoup mieux vous répondre que nous sur tout ce qui est requête HTTP, etc. Et je vais aussi vous mettre dans le chat, du coup, ça c'est vraiment très spécifique pour les éditeurs, hein, mais désolée, je fais une petite aparté, un parcours guidé qu'on a fait sur l'outil Genus, donc un parcours guidé INS où vous avez toutes les étapes que les éditeurs doivent suivre sur le projet INS. Donc ça pourrait aussi, je pense, vous aider dans vos travaux. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, il y avait une question, on peut peut-être préciser, comme on a un petit peu le temps à l'oral, il y avait une question d'Audrey Mirabel qui, en tant que labo d'Anapat, donc j'avais répondu dans le chat en parlant de la fiche pratique Trois-Rives et des dispositions dérogatoires du RNIV pour les sous-traitants finalement, puisque vous êtes sous-traitant d'une clinique dans ce cadre-là. On peut peut-être compléter en disant qu'il y a un travail en cours entre l'ANS et les instances nationales d'Anapat pour travailler sur ces sujets-là. Oui, alors pour le coup, je ne serais pas très bien placée j'ai pas plus alors, d'éléments. il y a l'AFA, l'association qualité française qualité pour l'ANAPAT. Il y a aussi une instance nationale, j'ai oublié le nom, qui intervient là-dedans et on fait des réunions assez régulièrement pour voir un petit peu l'avancée. On avait justement beaucoup échangé sur cette histoire de
les cabinets d'anapath ne voient pas le patient. Et ce qui était ressorti un peu de ces échanges de façon très macro, hein, c'est que pour tout ce qui est clinique, c'est pas très compliqué parce qu'il y a des conventions, il y a des contrats et il suffit d'inclure la fameuse clause de confiance dans les contrats conventions. Ça serait peut-être un tout petit peu plus difficile à mettre en œuvre pour les libéraux, donc les dermatos et autres, les gynécos, tous les professionnels libéraux qui font appel à l'anapath, mais que ça ne paraissait pas insurmontable de leur demander de signer une clause de confiance ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est le CNPAT, merci. Je vais aussi vous remettre dans le chat le lien du coup vers la page INS sur notre site. Donc vous verrez qu'il y a une page générale là où vous retrouverez les documents qui sont opposables, hein, donc le guide d'implémentation qui vous concerne moins puisque c'est surtout pour les éditeurs, mais surtout le référentiel national d'identité-vigilance avec ses différents volets et le référentiel INS. Vous trouverez également sur cette page-là le kit de communication, donc tout en bas de la page, là où vous trouverez dans ce kit donc les affiches patients et puis différents dépliants, logos, INS, etc. que vous pouvez réutiliser pour les mettre dans vos propres communications. Et ensuite, donc à partir de cette page-là, vous avez des pages qui sont dédiées par profil et notamment une page dédiée pour les établissements de santé et une autre page dédiée pour les structures médico-sociales. Et une autre page pour les éditeurs, s'il y a d'autres éditeurs parmi nous. Voilà. Alors, il y a une question sur la documentation opposable sera-t-elle amenée à évoluer souvent? Alors, je ne saurais pas vous répondre oui ou non, mais voilà, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est quand même un parcours assez long d'un document opposable, donc c'est voilà, pas demain que le document va évoluer. Mais voilà. Manuela, si jamais tu as plus d'éléments sur les travaux que vous menez. Un jour ou l'autre, le RNIV, il évoluera parce que c'est une première version. Il y a peut-être des trucs qu'on devra préciser. On ne peut pas dire que ça évoluera pas, mais globalement, ça ne changera pas fondamentalement, hein. Les règles qui sont posées, c'est des règles d'identité de bon sens. Il évoluera souvent, je suis du même avis que toi, Margot, à mon avis, pas souvent parce que le parcours juridique est un peu complexe. Mais à un moment, il faudra bien qu'il s'adapte s'il y a des nouvelles pratiques, s'il y a des nouvelles choses pour ne pas rester sur un truc obsolète. Mais globalement, je répète, les grands principes ne vont pas bouger. Les grands principes ne vont pas bouger. Est-ce que vous avez encore des questions
Bon, bah, écoutez, je pense que du coup, on va pouvoir arrêter notre webinaire ici. Merci encore d'avoir participé pour toutes vos questions. Et puis, vous allez recevoir du coup le support dans la foulée. Voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, à revenir vers nous ou à voir directement avec vos référents en région. Voilà. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir été Bon avec nous. après-midi à tous. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir.